Voilà. Bon, ça fonctionne bien. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau direct de Barrio for Students, c'est notre dîner débat. Le thème qui a été proposé, c'est un thème qui doit revenir fréquemment en fait, ou en tout cas périodiquement. D'abord parce que l'actualité médiatique nous l'impose, et on verra quels faits au juste, quelles polémiques et leurs évolutions nous imposent à nouveau cette question, mais aussi, je dirais, périodique, parce qu'il faut s'interroger périodiquement sur où nous en sommes en matière de rapport masculin-féminin. C'est plus qu'un thème de société, c'est un débat de droit presque, c'est-à-dire qui porte sur une discrimination la plus ancienne de l'histoire humaine. C'est aussi au-delà du champ, on a plusieurs fois débattu ensemble de cette question-là, mais au-delà du champ social, sociétal, au-delà de la question dans l'entreprise, la question de la rémunération, au-delà de la représentation paritaire, contrainte, forcée, spontanée, c'est des débats qui sont un peu derrière nous. Il y a eu tout récemment une nouvelle séquence médiatique grave autour, alors il y a grave et désuet, en tout cas à mon sens ridicule. Je commencerai par le désuet, c'est la vague polémique sur l'écriture dite inclusive, un usage qui se répand spontanément, qui aurait pu, de manière tout à fait anodine et tranquille, continuer à se répandre jusqu'à ce que l'Académie française commette un communiqué de 5 phrases, 15 lignes, tellement abscon, tellement poussiéreux, disons les choses ainsi, incompréhensible, qu'on a vraiment envie, au moins pour cela, de s'adonner à l'écriture inclusive. D'autant qu'il y a un vrai désir derrière, une vraie revendication d'en finir avec ce qui est un usage en réalité pas si ancien, pas si évident, qui consiste à préférer le masculin dès lors qu'il est question, au niveau du sujet d'une phrase, de masculin et féminin. Qu'il s'agisse des verbes, qu'il s'agisse des adjectifs. Bon. Pourquoi pas revisiter? Bien sûr, dans la mesure où le langage est aussi éventuellement un symptôme. À défaut de travailler sur l'origine du symptôme, on peut travailler sur le symptôme lui-même, c'est aussi une manière de soigner. C'est désuet, non pas dans l'absolu, la langue c'est une question importante, mais dans l'agenda médiatique, vous avez également la polémique du hashtag balance ton porc, sur laquelle finalement il y a quand même un large consensus, dans la mesure où, si la démarche peut paraître indélicate, cette indélicatesse n'est rien devant celle des contrevenants qui sont dans le délit ou voire dans le crime, avec ce malentendu permanent qui touche toutes les générations en fait. C'est ça qui est choquant. Ça se passe aussi chez des plus jeunes qui abusent de leur pouvoir, qui abusent de leur autorité et qui monnaient parfois l'avancement des unes, la faveur des autres contre une faveur sexuelle. Donc, j'ai pas trouvé qu'il y avait véritablement clivage sur Balance ton porc. Il y a bien sûr unanimité, dénoncer lorsqu'il y a eu souffrance, lorsqu'il y a détresse, parce qu'on a trop souvent couvert, trop souvent la loi du silence est imposée. Mais bon voilà, cette polémique éclate, si on peut parler de polémique, à côté d'une autre tout à fait désuète. En tout cas, ça la rend désuète. Et j'ai pensé que c'était le prétexte intéressant, la confrontation de deux polémiques, la première, la grave, n'étant pas un prétexte, pour nous pencher sur la question de où nous en sommes dans nos mentalités en tant que citoyens, déjà. Comment nous voyons les choses? Sommes-nous de véritables progressistes? Qu'est-ce que le progressisme en la matière? Quelle stratégie adopter? Et puis surtout, reformuler la problématique en termes de, puisque nous sommes dans un mouvement juif, en termes de textes juifs, dont on sait que le plus gros de notre bibliothèque concerne une production qui est située dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, c'est-à-dire dans une sphère plus ou moins orientale, et éventuellement pour un pan occidental, mais tout de même, c'est un autre
comment dire, c'est un autre univers culturel. Et puis dans le temps, parce que vous ne pouvez pas assigner et faire le procès de textes qui ont été composés, formulés, proposés dans des siècles très reculés, bien sûr. Donc passer cette problématique-là, d'accord, de remettre les choses dans leur contexte et de se dire que tout n'est pas normatif dans ce qui est écrit, notamment dans le récit de la Genèse. C'est pas parce que la femme est maudite d'une certaine manière et l'homme différemment qu'il faut poursuivre les choses. C'est pas un signe normatif, c'est un récit, certes, mais qui n'est pas là pour poser une norme. Nous essaierons d'en deviser. Donc, ce qui serait intéressant de poser, et c'est un peu le sens des références que je vous ai confiées, dont on va aussi débattre, on va aborder, c'est de considérer, que nous sommes autonomes pour faire avancer l'histoire, pour faire avancer la société, je veux dire autonome par rapport au texte, que nous devons parfois poser des devoirs et des interdits éthiques, et deuxièmement, il faut construire cette proposition éthique. D'accord ? Dire ce que signifie au fond qu'il y a un équilibre en termes de droit, en droit et en fait, disons les choses ainsi, entre les hommes et les femmes. Pourquoi, à partir de nos références majeures, nous pouvons et nous devons avoir une pensée, construire une pensée qui aille dans ce sens. Alors, reprenons quelques lignes de débat, d'accord ? Commençons par ça après ce long préliminaire, ce propos liminaire plutôt. Tiens, je vais commencer par la problématique des huettes. La question de l'écriture inclusive. J'ai dit qu'elle était désuète, c'est problématique par rapport à l'autre sujet plus grave. Mais comment vous l'avez considéré? Est-ce que pour vous, c'est une vraie question, le langage, l'écriture? Comment on tient compte d'une exigence aujourd'hui? Est-ce que ça doit se traduire dans l'usage de la grammaire et de la syntaxe? Ou bien ça vous paraît complètement décalé, et puis il y a d'autres problèmes à régler, et c'est presque passez-moi l'expression, un cache-sexe de problématiques plus graves. Alors, qui veut s'exprimer? Tout le monde n'est pas obligé de s'exprimer, hein. Bien sûr, vous ferez à l'envie, d'autant qu'il est déjà un petit peu tard. Alors, qui voudrait dire quelque chose, s'exprimer, proposer un argument peut-être? Non, moi je pense que c'est complètement par rapport à la polémique dont vous avez parlé qui se déroule en même temps, le hashtag balance ton porc, c'est totalement, c'est décalé, ça relève même pas du symbole en fait, je vois pas ce que ça va apporter, dans les faits de changer l'écriture. Pour moi, d'écrire chacun, chacune, d'écrire, dans les faits, ça ne va rien changer, ça n'apporte rien de plus à l'égalité homme-femme. D'accord. Donc pour toi, la règle qui voudrait que lorsque le sujet regroupe masculin et féminin, le masculin l'emporte systématiquement. Est-ce que tu peux comprendre la gêne de ce que certains ressentent à cet égard, par exemple? Je peux comprendre, mais je pense que c'est anecdotique. C'est pas en changeant notre façon d'écrire qu'on va changer notre façon de penser, notre façon de faire les choses. Je pense que c'est pas par là qu'il faut commencer surtout. C'est pas le bon point de départ. D'accord. Peut-être que ça peut arriver, mais... Tu glisses sur la tactique, mais justement commencer par les choses faciles. Peut-être désuètes. Quitte à commencer, donc. Parce que, ensuite, je pense qu'il s'agirait de ne pas lâcher le morceau et d'aller d'ajustement en ajustement. Non? Ne serait-ce que de faire parler de cette problématique. Non, mais pourquoi pas, mais... Donc tu penses en gros qu'il y a de meilleures armes et que sur un plan tactique, on est en train de perdre son temps. C'est une perte de temps. Bon, cela dit, les réformes d'orthographe sont rarement prises tout à fait au sérieux, il faut bien le dire. Hein. Je veux dire, quand vous comparez ce qui est comparable, dès il y a une proposition dans un sens dans un autre, vous avez des débats d'initiés où grosso modo vous comprenez à peu près personne d'un côté ni de l'autre. Bon, voilà, et puis, bon, c'est surtout aussi l'académisme contre l'usage. Les gens, ils ont envie d'écrire. Cette affaire d'écriture inclusive, elle est spontanée, surtout ça. Et je vous dis, l'académie n'aurait pas réagi, sans doute, ça se serait peut-être un peu dilué.
Mais maintenant, c'est une tendance qui s'installe, y compris dans les administrations d'ailleurs. Alors, là, tu avais l'air de vouloir aller dans un sens inverse ou dans ce sens? Ah non, non, moi totalement dans le même sens. Totalement dans le même sens, d'accord. Je trouve ça, que c'est le point de détail de l'histoire. Oula. Point de détail de l'histoire. Alors, c'est une formule Exactement. Mais difficile. que ce soit dans le contexte général dans lequel on est en France, ou que ce soit dans ce contexte-là, justement, égalité homme-femme, ça apporte rien. Ouais. Enfin, si on va dire que l'écriture, ça fait partie en gros d'un moyen de communication pour se comprendre entre nous, ça ne va pas empêcher d'avoir de très belles idées, ou ça n'empêchera pas d'avoir des idées qui vont pas du tout dans ce sens-là. Donc, en vrai, je ne sais pas trop ce que ça apporte. Et j'ai plus l'impression que on détourne un peu les choses en parlant de ça. C'est pas vraiment un point de commencement, c'est plus une façon de dire on a avancé sur quelque chose pour dire qu'on a avancé alors qu'il ne s'est rien passé. Enfin, moi, c'est en tout cas le sentiment que ça me donne. Pouvoir se gargariser d'avancées qui n'en sont pas. Oui. Alors, on va parler des arguments auxquels j'étais sensible dans l'autre sens, donc, parce que disons que le travail de critique, ça reste la pensée, comme on l'a dit la dernière fois, la pensée qui s'exerce contre elle-même. Donc c'est bien d'essayer d'emprunter au moins la posture adverse, entre guillemets, attendu que nous écrivons tout le temps, tous les jours. Attendu que l'écriture, la publication, c'est le média auquel on est confronté. Vous lisez une consigne de métro, un itinéraire, je ne sais pas moi, un article, un prospectus, une affiche. Bon, à un moment donné, l'écriture inclusive, elle vous frappe. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle porte? Une exigence de certains, de vous faire savoir que cette écriture existe et qu'il faut pouvoir s'exprimer en termes plus paritaires. Je dirais que c'est un sacré coup de pub, et l'expression n'est pas dénigrante de mon côté, parce qu'il y a quand même omniprésence de ce média. D'accord, l'écrit est encore très présent dans nos vies. Alors, en réalité, je ne sais pas comment on va rendre la chose, par contre, hein, pour dire chacun, chacune, toutes et tous, on est obligé de faire la répétition. Et dans quel ordre, s'il vous plaît? L'écriture inclusive, alors je ne suis pas franchement penché sur la problématique syntaxique. Est-ce que vraiment on est en train de déséquilibrer les choses? Est-ce qu'il y a un déficit plus grand que le bénéfice? Sur ces questions-là, mais c'est majeur ou mineur, on évalue bénéfice-risque, en gros. Qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne? Je n'ai pas très bien compris. Pour ma part, ce qu'on perdait, je vois plutôt ce qu'on gagne. Ça mérite peut-être d'être approfondi, mais bon, je vois ce côté permanence du média, sans tout à fait changer les mentalités. Quand même, c'est un positionnement. Hein, quand vous trouvez sur un papier d'une mairie, d'une administration, d'un ministère, l'usage de l'écriture inclusive, parce que apparemment, de ce que j'ai pu découvrir, ça va à ce niveau-là. Donc, quand même, ça se témoigne d'une exigence forte, en tous les cas. C'est pas tant la réforme d'orthographe, qui d'ailleurs n'est pas à l'ordre du jour, hein, c'est spontané. Les gens écrivent comme ils ont envie, et personne n'a pu entériner ou dénoncer, je dis, avec assez de force et d'autorité et de pouvoir pour l'empêcher. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont envie d'être dans la provocation, éventuellement dans une saine provocation, en disant voilà, ce doit être ça la règle, et nous l'employons, nous l'utilisons, malgré l'académisme, malgré les réticences. Bon. Maintenant, est-ce qu'on peut... Alors j'arrive sur une question plus lourde. Je vais en appeler à votre pessimisme ou votre optimisme. Peut-on rêver d'un monde paritaire? Est-ce que ce rêve ne pourrait pas virer au cauchemar? Pardon pour le ton provoque, pardon pour le cauchemar. Peut-on rêver d'un monde paritaire? D'abord, est-ce que c'est possible? Imaginez que les femmes soient respectées, que la question même du respect des femmes, parce que dans l'expression, il y a déjà de la condescendance, d'accord? C'est tout juste si on ne parle pas pareil pour le droit des animaux, par exemple. Donc, à un moment donné, même en exprimant les polémiques, je trouve qu'on a un langage complètement suranné. Mais peut-on rêver raisonnablement, en oxymore donc, d'une parité réelle? Qui veut s'exprimer là-dessus?
Moi, je pense qu'on va, on va tendre vers une parité réelle, mais on n'y arrivera jamais. Jamais. On va, enfin, c'est peut-être pessimiste, mais quand on regarde dans les faits, Ouais. travail égal, salaire égal, 1972, on est en 2017, Ouais. et c'est toujours pas le cas. Ouais. Donc, enfin, on pourra toujours faire des lois et des lois et des lois, l'une après l'autre. Finalement, on voit bien que cette parité, elle s'impose pas dans les faits, elle s'impose pas à nous. On, on- on dira tous que oui, on a besoin d'une parité, on veut la parité, etc. Mais dans les faits, ça fonctionne pas comme ça. D'accord. Donc j'entends bien que l'arsenal juridique est finalement, peut-être pas tout à fait inopérant, mais pas assez opérant, qu'on peut toujours contourner les contraintes, qu'on peut toujours, comment dire, lorsque, je ne sais pas moi, une promotion dans l'entreprise est faite à la discrétion des décideurs sur la promotion, quel que soit le poste ou la responsabilité, on peut toujours effectivement ne pas avoir à justifier qu'on ait choisi un homme qui ne tombe pas enceinte, qui ne va pas s'absenter pour un congé maternité, ou on peut, dans un arrangement, ne pas laisser de traces quant à une négociation qui a fait comprendre à l'intéressé et eux qu'elle décevrait beaucoup si elle pensait faire un enfant, par exemple. J'ai entendu ça de très nombreuses fois. Moi, ça m'a toujours scandalisé, cette affaire. Que des femmes, parfois même spontanément, s'empêchent, se contraignent, se refusent à, comme elles l'auraient peut-être souhaité spontanément par ailleurs, à donner la vie, à être enceinte, à être maman, parce que, avant même qu'on leur dise spontanément, elles comprennent que. Et moi, ce conditionnement est terrible. Qu'une femme ne soit pas couverte, au fond, qu'elle s'absente une fois ou 10 fois parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle veut tomber enceinte, parce qu'elle veut être mère. Est-ce qu'effectivement, là, je partage ton pessimisme, est-ce qu'on aura toujours la méthode, la malice, la ruse pour échapper à l'arsenal juridique, vu qu'on peut pas toujours, on n'est pas toujours convoqué pour motiver ses choix, de donner une promotion à tel ou tel. Moi, Même si le salaire, amender le salaire inégal, évidemment, je pense que c'est une pratique qui peut, je pense, s'encadrer. Je pense que de toute façon, c'est un problème de société, c'est un problème de mentalité de la société, puisque mentalité de la société, bien sûr, nous y voilà. C'est extrêmement hypocrite de voter année après année, mandat après mandat, des lois pour l'égalité homme-femme, qui finalement ne sont jamais plus respectées d'un mandat à l'autre ou d'une année à l'autre que par rapport à la loi précédente. On ne voit pas de nette amélioration sur l'égalité homme-femme dans l'entreprise, sur l'égalité homme-femme dans la société en général. David, est-ce que tu peux... Pardon, Élie, est-ce que tu peux nous donner un motif d'espérer? J'étais plutôt pessimiste, moi aussi. Franchement, le même pessimisme. Honnêtement, oui, je partage plutôt le même pessimisme. Après, je ne sais pas si c'est vraiment du pessimisme, mais... La résignation. Ouais, c'est un peu ça. La fatalité. Je sais pas, je pense que, en tout cas, là, on parlait du travail, etc. Le monde économique, la logique économique est plus forte finalement que l'arsenal juridique qu'on essaye de mettre en place. Et qui elle-même est normalement subordonnée à la morale. D'accord. Donc c'est l'intérêt contre la morale en fait qui se joue selon toi? C'est un peu ça. On raisonne en termes de bénéfices, risques, comme c'était dans un marché des actions par exemple. Il y a plus de risques sur cette personne, donc on lui en demande plus ou alors on... Donc ça renvoie à un problème de fond. Que devient l'utopie, que devient l'idéologie? D'accord. Où est la conviction? Est-ce qu'on doit toujours se résoudre devant la logique économique? Toujours se résigner? On ne peut rien imposer à cette logique économique, pas même de respecter les femmes? Si, mais après, comme disait Steve, là on est dans des faits sociaux, quoi. C'est vraiment... Mais si on reprend l'exemple de l'entreprise, parce que c'est celui qui nous frappe le plus, manifestement, il n'en demeure pas moins que c'est l'intérêt économique qui guide.
qui assoit la discrimination, qui la fait se reproduire, de manière plus insidieuse, à chaque fois plus sournoise. Mais c'est un fait qu'on va préférer parce que c'est difficile, c'est une galère. On n'est pas là pour faire du social, c'est un peu l'état d'esprit, et on va préférer plutôt une dame mûre qui ne fera pas le coup d'être enceinte qu'une dame moins mûre, mais peut-être compétente, qui pourrait, qui ne serait pas sûre. Bah après, il suffit de regarder aussi les statistiques. J'avais un cours il y a 2 jours sur le monde de l'entreprise et le monde du recrutement. Ouais. Une femme qui est en âge d'avoir des enfants, 25-35, ouais. a beaucoup moins de chances d'être embauchée face à une femme qui a les mêmes compétences qu'elle, mais qui n'est pas en âge d'avoir ou en âge dépassé d'avoir des enfants, quoi. Oui. Oui. Alors, sans parler d'idéologie, est-ce que vous croyez en la volonté politique en la matière, par exemple, dans ce sujet précis, est-ce que vous croyez à la volonté politique? Je vais encore être pessimiste, mais non. Vous n'y croyez pas? Mais non, enfin, on est en 2017 et pour le coup, en 2017, il y a encore eu qu'une seule femme Premier ministre. Il n'y a toujours pas eu de femme présidente de la République dans ce pays. C'est vrai. Depuis toujours. Depuis Edith Cresson, on n'a pas eu de femme Premier ministre. Voilà. Et à chaque fois qu'on nomme des femmes ministres, ça se passe pas bien. On a beau dire qu'on veut la parité dans le gouvernement, etc., mais on leur donne jamais les postes régaliens, les postes à haute responsabilité, plus ou moins, quoi. Il y a eu quand même quelques exceptions. Il y a eu quelques exceptions. Mais il faut figure d'exception, c'est ce que je veux dire. C'est pas... Sur le régalien, s'entend. Voilà, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent, quoi. C'est quand une femme est nommée à ces postes-là, c'est l'exception. C'est là que on en fait des tonnes parce que regardez, c'est une femme qui a été nommée. Ça devrait, si on voulait vraiment avoir l'égalité homme-femme, il faudrait même pas en parler. Enfin, une femme a été nommée, c'est comme si... C'est intéressant ce que l'écriture inclusive propose, c'est au fond de ne plus en parler. Ou de parler de tous les sexes tout le temps, point barre. Justement pour ne plus avoir à en parler. D'accord? Parce qu'en français, le genre neutre n'existe pas. Bon. Donc volonté politique non plus, hein? Non. Non plus. Sinon, ça aurait été fait depuis l'article 1er de la Déclaration des droits du citoyen. Oui. Pourtant, on constate une évolution sur certains secteurs, lente, trop lente peut-être, mais elle existe. Non? Si, elle existe, mais en vrai, elle reflète peut-être un mal-être qui se fait de plus en plus sentir. Donc, pour pallier ce mal-être, petit à petit... Ouais. Sur une nouvelle génération, alors, admettons qu'il s'agisse véritablement d'une question de mentalité. On va prendre un mot un peu fourre-tout, d'accord? Les mentalités. Parfois, il est vrai qu'il y a des traits de la société ou des faits de société qui évoluent, qui sont perçus différemment. Des fois, c'est qu'une affaire de génération. Il suffit de laisser passer une génération pour que les blocages des générations passées n'en soient plus, ne soient même pas formulés comme tels par les générations qui arrivent sans qu'on ait à forcer pour ça. Donc des évolutions générationnelles, j'ai envie de dire, naturelles, entre guillemets. Et est-ce que vous êtes inquiet ou rassuré sur la génération qui vient? C'est-à-dire ceux qui sont plus jeunes que vous. Est-ce que vous pensez qu'ils seront plus au fait des choses en matière de rapport homme-femme, plus conscients, plus conscientisés, pour prendre un mot un peu à la mode, qui est à la mode depuis longtemps déjà, ou bien vous pensez que non, on va vers un peu plus d'indifférence justement, et donc un peu plus de tendance à la discrimination? Vous êtes inquiet ou pas pour les nouvelles générations, les plus jeunes que vous? Peut-être pas forcément inquiet, mais des enfants que j'ai pu animer, etc. Ça d'enfants, c'est ça qui est intéressant. Je vois pas d'évolution en fait. Je vois pas d'évolution dans la vision qu'un garçon qui a 7, 8, 9, 10 ans
a d'une fille par rapport à notre génération à nous, quoi. Je vois pas de nette évolution. Une fille, ça reste une fille, et le petit garçon qui a 9 ans, il va quand même lui dire bah non, t'es une fille, tu vas pas jouer au foot avec nous, par exemple. Mhm. Ou c'est des trucs tout cons, mais c'est des enfants qui sont pas. Enfin, c'est des enfants, donc forcément, c'est des anecdotes un peu cons, mais ça. On relève quand même qu'il y a cette forme de différence qu'ils veulent bien marquer entre eux, quoi. D'accord. Alors, Élie, je vais te poser la question autrement et sur un degré de gravité plus élevé. Nous sortons d'une séquence médiatique qui se déplace sur le duel Mediapart-Charlie Hebdo. C'est assez curieux d'ailleurs, comment le roman médiatique s'écrit. Mais bon, il y a eu cette polémique Balance ton port, enfin ce hashtag, pas de polémique encore une fois, qui a rappelé, pour ceux qui l'avaient oublié, qu'il y a pour une femme un défi, un danger, un péril, dès lors que si elle attire peu ou prou, si elle intéresse peu ou prou physiquement pour son physique ou je ne sais pas, je ne sais quoi, il y a un péril pour elle dans le rapport professionnel ou social avec le masculin. Donc des tragédies, des drames personnels, euh, avec des mises en cause fracassantes, médiatiquement parlant. Bon. Est-ce que tu penses, Élie, que la génération qui vient, encore une fois, saura faire mieux? On a vu, moi, ce qui m'a beaucoup troublé, ce que certains ont relevé, c'est que les personnages qui sont, entre guillemets, mais je dis ça avec ironie, qui sont pointés, assignés au tribunal de l'opinion, la justice aussi fera son travail, c'est toutes les catégories d'âge. Il est souvent question de pouvoir et d'autorité, bien sûr. Il y a un rapport de pouvoir et d'autorité, mais c'est aussi des moins jeunes. Encore récemment, enfin, je ne vais pas citer des noms ici et pointer, vous avez suivi l'actualité là-dessus. Donc, est-ce que les plus jeunes qui arrivent, qui ont un autre rapport comment dire, à l'image de la femme, à l'image de la sexualité notamment, est-ce que cette génération est de nature à nous rassurer ou bien à nous inquiéter? J'espère à nous rassurer, mais un peu comme dit Steve, je vois pas ce qui change vraiment, que ce soit au niveau de l'éducation, etc. Parce que c'est aussi à l'école, c'est aussi quand les parents en parlent, etc. Enfin, j'ai l'impression que le discours a pas beaucoup évolué, enfin, évolue pas beaucoup. Et puis, vu que l'histoire, en général, quand on apprend ça, bah, est beaucoup plus portée du côté aussi masculin, Ouais. c'est quelque chose de normal. Bon, bah, voilà. L'homme a toujours été supérieur, l'homme a toujours été dans les postes, a eu ce rapport d'autorité sur la femme. Et du coup, c'est un peu. Enfin, je vois. C'est-à-dire que culturellement, nous portons le poids de l'histoire. J'ai l'impression, ouais. Alors, c'est une injustice terrible, parce que les femmes ont moins pesé, alors je ne sais même pas ce que ça veut dire, peser sur l'histoire ou pas, plus ou moins, Ouais, mais prenons le schéma, comme nous le véhiculons, comme nous le subissons, en somme, parce que les femmes ont moins pesé, donc elles pèseront moins, d'accord? Encore moins. En tout cas, On est enclin à reproduire parce que c'est ce que nous connaissons. Ça semble presque normal, et justement, c'est la situation d'inconnu qui peut presque faire peur que la femme se mette à peser. Vu qu'on n'aime pas trop l'inconnu, bon, bah, on reste dans ce qu'on connaît déjà. Ouais, ouais. Bon, donc ça veut dire qu'on est sur le clivage conservatisme ou progressisme. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on se rassure avec ce qui est déjà connu et qui a, entre guillemets, fonctionné? Ou bien est-ce qu'on a une vision et est-ce qu'on tente d'aller au bout de cette vision ou le plus loin possible? Est-ce qu'on est volontariste en la matière? Donc toi, tu dis, tu vois pas pourquoi, a priori, ça changerait chez les plus jeunes. Ouais. Il y a même un motif d'inquiétude qui est un rapport décomplexé avec l'image plus directe. Suivez mon regard, enfin, vous ne suivez pas plutôt, dans la sexualité. Bon, ça c'est un autre grand sujet qu'il nous faudra traiter, mais qui peut être un motif d'inquiétude. D'accord. En même temps, pour reprendre encore une expression à la mode, en même temps, vous avez une visibilité sur 2, 3, peut-être plus générations. Arrière-grands-parents, grands-parents, parents, vous-même. Ce que vous imaginez pour vos enfants, c'est un spectre assez large, c'est une chance du 21e siècle.
est-ce que vous trouvez qu'il y a pas eu des évolutions dans votre histoire personnelle, sans balancer quoi que ce soit, hein, c'est pas la question. Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas une sorte d'évolution, ou bien non, vous constatez qu'il y a une sorte d'équilibre qui s'instaure, qui est fidèle à cette culture qui intègre le poids de l'histoire, et que finalement, le reproduire à la sauce du jour, mais reproduire cette répartition des rôles, répartition des tâches domestiques ou autres, finalement, ça fonctionne très très bien et ça évolue pas tant que ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pour ça que je disais on va tendre vers une égalité ou une meilleure reconnaissance, on l'appelle comme on veut. Ouais. C'est parce que on voit quand même une évolution Ah, d'accord. Nos grands-parents, nos parents, on voit quand même qu'il y a une évolution, elle est indéniable, que forcément on voit que de plus en plus, maintenant c'est normal qu'une femme travaille, puisse avoir des postes à responsabilité. Ouais. Mais après, ça a toujours été à cause ou accompagné par une loi. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. C'est pas un chemin qui se fait indépendamment de la loi, quoi. Ok. On a l'impression que pour accompagner cette évolution, on est obligé de la forcer un petit peu, La forcer un petit peu, et alors, si la loi a souvent de fonctions pédagogiques, Ouais. en même temps, l'éducation, c'est encore une autre affaire. La loi ne peut pas tout faire. Moi, c'est vraiment la question sur laquelle je voudrais faire la transition avec notre étude ensuite. Est-ce que vous pensez qu'intégrer dans l'effort d'éducation, parce qu'on a toujours des thèmes dans l'éducation, d'accord, il y a des axes qu'on veut donner, est-ce que ça peut porter ses fruits? D'éduquer ses enfants à ne pas reproduire les répartitions qui n'ont pas de justification fondamentale. D'accord? C'est pas écrit dans le marbre que les tâches ménagères sont dévolues à la partie féminine et qu'aller à la chasse ou à la cueillette, c'est l'affaire du masculin. D'accord? Ça peut être circonstanciel, mais c'est pas écrit encore une fois dans le marbre. Est-ce que pour vous, ça peut être un objet d'éducation, un sujet, pardon, d'éducation, un thème d'éducation? Ça doit. Ça le doit. Ouais, ça doit être un sujet d'éducation parce que si c'est pas par l'éducation, on voit que la loi, de toute façon, ça va permettre des évolutions, mais des petites évolutions qui vont pas forcément amener à grand chose. Donc si c'est pas par la loi et par la contrainte, à part par l'éducation, je vois pas comment. Tu y crois, toi, Ali? Ouais, Éducation possible? Moi, j'y crois vraiment. Ouais. D'accord. Je pense que c'est possible. Vous n'êtes pas si pessimiste que ça? Je pense Non. exactement que c'est par là que ça doit passer. Comme dit Steve, pas la loi qui est le pansement finalement sur la jambe de bois et qui Pense sur le jambe de bois. fait Ouais, pas pas mal, grand-chose. ça. Mais, Je la garde, celle-là. Oui, c'est vrai. mais effectivement, oui, pour moi, l'éducation, ça va beaucoup de choses. Et pour faire évoluer les mentalités de façon non pas justement micro, mais de façon macro, bah oui, ça passe par là. Très bien. Ok. Alors, on reprendra périodiquement, disais-je, de toute façon, ce débat, à mesure que les polémiques nous l'imposent, l'agenda médiatique nous l'impose. Je voudrais, pour l'heure, vous confier à nouveau quelques références que j'ai souvent traitées avec vous, en fait, tout ou partie, selon différents biais, à différentes occasions. Mais on va distribuer un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Et voilà. Merci. Alors, de quoi s'agit-il? Dans notre Sidour, notre livre de prière, tôt le matin, parmi les premiers mots, les premières pages que l'on prononce, il y a évidemment un texte qui pourrait être révoltant s'il était porté à la connaissance du grand public. C'est dans la litanie des bénédictions du matin. Cette bénédiction, où il y a une version masculine, une féminine, on a trois du genre. Mais béni sois-tu qui m'a pas fait esclave. La femme dira qui m'a pas fait servante. C'est pas le même mot, donc allez, ça passe. En revanche, il y a un moment donné, et
je ferai l'économie du Talmud qui dit, mais on a déjà dit esclave, pourquoi tu dis qu'il ne m'a pas fait femme? Le Talmud insiste, bien sûr, comment dire, le Sidour insiste sur ce thème qui est là sous vos yeux, c'est la première référence. Vous avez les hommes disent, béni tu es Hachem, notre Dieu roi de l'univers, qui ne m'a pas fait femme. Bon. Jusque-là, si on imagine que du côté des femmes, il y a la réciproque exacte, on aurait pu dire, c'est pas très heureux de remercier par la négative. Je sais pas, l'homme aurait pu dire, merci de m'avoir fait homme. Une femme aurait pu dire, merci de m'avoir fait femme. Mais l'homme dit, merci qui m'a pas fait femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Baruch chez Hassan Nikir Sono, dans le rite séfarade, d'après la plupart des dictionnaires séfarades, il faut même faire la version courte, parce que c'est une bénédiction inventée tardivement, plus tardivement que la première. Une sorte de rattrapage vite fait. Donc, version courte, et la traduction c'est béni, tu es sous-entendu, qui m'a faite selon ta volonté. Bon, c'est selon sa volonté, c'est la troisième personne de majesté. Donc un homme dit à Dieu, ouf, merci, je ne suis pas une femme. Et une femme dit à Dieu, bon, tu m'as faite comme tu as voulu. C'est ça en gros. C'est presque dans le même genre, hein, pour comparer cette version féminine de la même bénédiction, la bénédiction des mauvaises nouvelles. D'accord, Baruch Dayan Haemet, béni sois-tu juge de vérité, j'accepte. Ma foi, il faut accepter le mauvais comme le bon, il faut être un peu, il faut avoir l'esprit large, être un peu stoïque. Donc on demande aux femmes d'être stoïques. Par contre, on ordonne aux hommes d'être discriminants et de considérer qu'ils ont beaucoup de chances d'être des hommes. Et merci, tu m'as pas fait esclave, je suis libre. Tu m'as pas fait idolâtre et tu m'as pas fait femme. Bon. C'est infamant donc d'être femme, visiblement. Aussi infamant que d'être esclave. Cette bracha est très difficilement défendable. Très difficilement. D'accord? Parce que quelle que soit la rustine qu'on va poser là encore sur la lampe de bois, quelle que soit la rustine, le rafistolage de bricolage, on n'ira jamais jusqu'au bout, ne serait-ce que de la formule négative. Qui ne m'a pas fait femme? D'expliquer que être femme, finalement, c'est merveilleux, ou plutôt que d'être homme, c'est encore plus merveilleux parce qu'on a plus de commandements. C'est un commentaire diplomatique dont je ne citerai pas la source, par égard pour le maître illustre et assez proche de nous dans le temps qu'il a proposé. Puisqu'un homme a plus de commandements, il a donc des opportunités de s'attacher à Dieu plus nombreuses, il faut qu'il dise à Dieu merci pour cela. Merci de ne pas être celle qui a moins de commandements. Donc ça résout sans résoudre. D'accord, le problème de fond, c'est que si on veut éduquer, par exemple, on veut éduquer nos gamins, leur apprendre qu'une femme, c'est pas un paillasson, que ça se respecte, et qu'au fond, en termes de droit, comme en fait, on n'a pas exprimé de discrimination. Vous imaginez que depuis petit au Talmud Torah ou à l'école, on apprend Baruch Ata Shelo Rasani Isha, qui m'a pas fait femme. Donc on persiste et on signe, c'est terrible, c'est terrible. Comment donner sens à cette bénédiction et comment, si on ne souhaite pas la réformer, la transformer, comment faire qu'elle soit comprise par les gamins autrement que ce qui nous est livré ici dans son sens premier. Alors, ce que je vais essayer de vous proposer justement, c'est, non pas une transformation, mais une formulation pensée, de manière très simple d'ailleurs, et pour faire simple, et faire court, c'est toujours compliqué de faire court, donc on va devoir faire un petit détour par les sources fondamentales de la distinction homme-femme. La première source, alors j'ai mis des petites icônes comme ça pour que vous puissiez repérer. La première source qu'on vient d'évoquer maintenant, c'est le livre de prière, le Sidour, bénédiction du matin. La deuxième, c'est les versets qui traitent de la création de la femme. Et Dieu créa la femme. C'est dans le 2e chapitre de la Genèse. Alors regardez plutôt, vous connaissez les formules. Au chapitre 2, donc versets 18, puis 21 et 22. Vayomer Hashem Elohim, et l'Éternel Dieu dit, Lo tov heyot Adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La traduction du rabbinat dit isolé. Pourquoi pas? Et à c'est lo, je lui ferai, Ezer, une aide,
kenegdo, littéralement en rapport avec lui. Ça veut dire, puisque toutes les espèces vont en couple, et bien lui aussi, je vais lui faire une compagne qui fera que cette espèce aussi marche en couple, kenegdo. Littéralement, on peut dire face à lui. Un peu moins littéralement, on peut dire contre lui. Et là, l'expression devient oxymorique. Une aide contre lui. C'est bizarre. Comme est bizarre d'ailleurs, et j'ai passé un peu vite, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors pourquoi l'avoir fait seul s'il n'est pas bon que l'homme soit seul? C'est incroyable ça. Dans tout le Seder Bereshit, dans tout le récit de la Genèse, quand Dieu fait quelque chose, il voit que c'est bon. Et puis là, il fabrique l'homme. Ah, l'otov, c'est pas bon. Ah, pourquoi tu l'as fait seul? Pourquoi ce correctif qui est apporté? C'est un peu bizarre. Et en quoi c'est mauvais? C'est pas bon pour qui? C'est pas bon pour l'homme parce qu'il s'ennuie? Bon, bah alors, comment dire, c'est dommage de ne pas y avoir pensé avant, mais c'est pas non plus le comble du mal, hein, qu'il ait personne à enguirlander si l'OM a gagné alors qu'il était pour Paris ou inversement. C'est pas un drame. Bon. Si je continue, vous connaissez tout ça, donc je ne vais pas m'appesantir. Dieu endort l'homme, alors en plus il est absent. Quand Dieu crée la femme, prélève quelque chose de l'homme, l'homme est absent. Il appelle Hachem Elohim Tardema à Adam. Dieu fait tomber un sommeil profond, enfin une léthargie plutôt, sur l'homme. Vaïchan, il dormit. Vaïkar, Ahad Misal Rotav. Dieu prit une de ses côtes. On peut traduire, c'est la tentative de Rashi, que vous ne trouverez pas ici, un de ses côtés. Ce qui tend à nous renvoyer à une hypothèse qu'on trouve dans le Talmud et le Midrash, selon laquelle, au départ, il y avait un être masculin-féminin et qu'il est scindé en deux, donc deux consciences ou un seul corps, je ne sais pas, mais il est scindé en deux. Donc c'est un côté, Vaïskor Basar Tartena, et il ferme la chair par-dessus, c'est-à-dire que le fait que nous n'ayons pas des yeux derrière la tête, sauf certains profs qui sont très très bons quand ils sont au tableau, ça veut dire que nous portons la cicatrice de cette coupure, nous en portons la trace. Il ferme la chair derrière, et donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour pouvoir avoir une vision à 360 degrés, il faut qu'il y ait un humain dos à dos avec un autre humain. Donc l'homme tout seul a besoin d'une aide, mais cette fois-ci qui soit, qui ne soit pas intégré à lui, mais qui soit distinct de lui, en face de lui. Et puis il y a cette dernière expression au verset 22, Vayiven Hashem Elohim et Atselar, Dieu bâtit, littéralement édifia la côte. Dieu l'a façonné. Il lui donne une forme qui est celle de la femme, et ensuite il l'amène à l'homme qui est très content. C'est la chair de ma chair, les os de mes os. Je vais l'appeler Isha car elle est prélevée de Ish. Ça, c'est encore un autre sujet. Moi, j'ai voulu juste pointer ces trois expressions. Pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide contre lui, et Dieu qui façonne la côte ou le côté. Alors, il y a déjà, Rashi a travaillé, je ne ferai que, au fond, le citer. Rashi a travaillé sur ces questions, je vais juste mettre un peu en perspective. D'abord, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc là, c'est la troisième batterie de référence. Donc Rashi, c'est Champagne la région, 11e siècle, et vous avez là dans l'icône un timbre qui a été édité en mémoire de Rashi. Donc il y a un timbre qui se balade en France avec Rashi dessus, sachez-le, ça fait toujours plaisir. Alors pourquoi c'est pas bon? On s'est demandé pourquoi c'est pas bon, et à l'évidence, Rashi s'est posé la même question. Regardez plutôt, chez l'Oyom Rouge Tereshuyot, Hen, qu'on ne dise pas qu'il y a deux autorités. Qu'il y a Dieu qui est seul parmi les êtres supérieurs, sans compagne, et qu'il y a l'homme, Adam, en bas parmi les êtres inférieurs, sans compagne. Alors je ne sais pas si vous cernez l'enjeu, mais apparemment, en créant le monde au départ, toute cette création respire la présence de Dieu, on la sent partout, et puis il y a un moment donné où la matière a pris bien sa place, et on pourrait se dire, ouf, dans la matière, on ne voit pas Dieu de manière aussi évidente. C'est le phénomène de rétractation, par exemple, qu'exprimeraient les kabbalistes. Et donc, dans ce lieu où le libre arbitre est possible, parce que Dieu n'est pas trop présent et trop évident,
On a l'impression, puisque l'homme est tout seul, que lui, il est maître en bas. Et que Dieu, il faut l'imaginer maître en haut. Résultat, un homme seul devient comparable à Dieu seul, avec chacun son domaine. Donc la création, le phénomène de création par Tzimtzum rétractation, portait en germe ce problème qui se poserait à un moment donné d'un homme qui n'est pas de compagne. Comment on fait pour qu'un homme ne soit pas le roi absolu? Comment on fait pour combattre l'absolutisme de l'homme? Eh bien, on lui crée ce qu'on appelle un contre-pouvoir. Et c'est là que vient la femme, en tant que autre, autonome, et donc que contre-pouvoir. C'est, semble-t-il, ce qu'exprime cette formule, c'est le deuxième Rashi, cette formule bizarre, Haezer Kenegdo, une aide contre lui. Avec Rashi qui répercute ce qu'on trouve dans le Midrash et dans le Talmud, Zacha, Haezer, lo Zacha Kenegdo. Si l'homme est méritant, elle sera une aide. S'il n'est pas méritant, elle sera effectivement contre lui, les Ilahem, pour lui faire la guerre. Lorsque vous avez à vos côtés quelqu'un qui peut aller dans votre sens, mais aussi vous défier et vous faire la guerre pour de bon, vous avez face à vous un véritable contre-pouvoir, qui n'est pas forcément agissant comme tel, mais qui peut potentiellement l'être très bien et librement. Donc du coup, l'avènement de la femme est au fond une bonne nouvelle, pour qu'on ne prenne pas l'homme pour Dieu, pour un Dieu en tous les cas. Ça relativise son autorité, dans la mesure où il ne fait pas ce qu'il veut, il y a un autre à côté de lui. Bon, maintenant on sent un petit peu le problème. Oui, mais cet autre, au nom de quoi l'homme va le respecter, cet autre? Qu'est-ce qui l'oblige à respecter cet autre? Eh bien, c'est le troisième point de commentaire de Rashi, qui se concentre sur cette troisième expression que j'avais pointée, Dieu qui forme, vayiven, il bâtit la côte, que binyan rechava millemata. Effectivement, alors le propos pourrait paraître désobligeant. Effectivement, il donne à ce côté, ou à cette côte, comme on voudra, une forme telle que c'est large en bas et c'est étroit en haut. Bon, c'est une représentation effectivement pas très aimable du corps de la femme. Les kabel avalad, pourquoi? Ça permet de recevoir l'enfant. Donc elle est là, elle va pondre et elle est équipée pour ça. Comme un silo de blé qui est, il est large en bas, il est étroit en haut pour régler la question, la répartition de la masse. Et que tout ça tienne bien. Alors, je ne suis pas expert en silo à blé, mais il semblerait que le fait que le corps de la femme soit, par rapport à l'homme, plus large en bas et plus étroit en haut, la destinant ainsi à la gestation, on pourrait voir ça d'abord comme un propos un peu facile et désobligeant, mais si on a la logique du contre-pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'homme doit respecter cet autre qui, symboliquement déjà, est issu de lui? Parce que l'homme est dépossédé de la gestation. Il ne va plus porter l'enfant, si tant est qu'il ait jamais imaginé le porter. C'est elle qui va le porter, et exclusivement elle. Donc il a besoin d'elle, au moins, pour ce grand rendez-vous qui est celui de la reproduction. Vous me direz, c'est passablement pas très romantique. Et je vous dirais que vous avez entièrement raison, c'est pas romantique. On est dans une logique de pouvoir et de contre-pouvoir. Donc l'homme est contraint de tenir compte, à défaut de respecter, de tenir compte de cet autre différencié de lui. Et ainsi, l'économie du pouvoir et du contre-pouvoir s'organise. Que reste-t-il maintenant de tout ça? C'est là la question. Que reste-t-il de cette cicatrice, de cette perte d'autorité totale, de cette perte de pouvoir exclusif et de ce jeu de contre-pouvoir? Est-ce que ce n'est pas déjà inscrit, cette tentation de l'homme de reprendre un pouvoir qu'il aurait perdu, d'une manière ou d'une autre, et d'user peut-être de sa force physique pour imposer sa volonté à celle qui, entre guillemets, de son point de vue malheureusement, lui échappe, puisqu'elle porte l'enfant et pas lui, puisqu'il lui, il est dépossédé de la gestation. Alors, pour ajouter, non pas à la confusion, mais à la précision du scénario de la création de l'homme et de la femme, la création des deux sexes, jusqu'à présent, si on prend uniquement le commentaire de Rashi, il apparaît quoi? Qu'il y a, et c'est vrai que vous n'avez pas toutes ces données sous les yeux, mais je vous le restitue, qu'il y a
une créature qui est masculin-féminin ensemble? Est-ce que c'est une conscience avec deux visages? Je ne sais pas très bien. Qu'à un moment donné, Dieu coupe et que nous portons cette cicatrice, qu'il y a deux êtres autonomes l'un par rapport à l'autre. J'ajouterais même que l'un est différencié par rapport à l'autre. Bon. Mais ça reste quand même une résolution. C'était pas bon que l'homme soit seul. Alors on a compris pourquoi c'était pas bon, mais pourquoi l'avoir fait seul au départ? C'est ça qui est un petit peu curieux. Et c'est le Talmud, c'est la dernière référence de ce soir. Le Talmud qui finalement livre la totalité du scénario. Regardez plutôt. Donc c'est l'entrée Ketubot notamment, 8a. Le Talmud oppose deux versets sur la création de l'homme et de la femme. Le premier verset est dans Bereshit, premier chapitre, verset 27. Vaïvra Elohim et ha'adam betsalmo. Dieu créa l'homme à son image. Donc là, il y a à Adam une seule personne. Et puis un autre verset, Ortiv, il est écrit dans, cette fois-ci, le 5e chapitre, au 2e verset, Zachar unkeva bera'am, mâle et femelle, il les créa. Alors, il y a une personne ou il y a deux personnes, demande le Talmud. Il faudrait savoir. Haketzat, comment c'est possible? Eh bien, voici le scénario livré par le Talmud. Batechila, au début, Allah b'mahashava, il lui vint en pensée, donc il vint à Dieu en pensée, le projet donc, livrot shenaim, de créer deux êtres. Donc, je vais finir la phrase et je la reformule. Ulbasof, et finalement, nivra echad. Cet être est créé unique. Le Adam est créé unique. Unique, mais si on compose avec ce que Rashi, par exemple, en citant des sources de type talmudique, nous a livré, cet être unique a les deux sexes. Et que dans un troisième temps, Dieu coupe cet être unique en deux. Ça veut dire que si je prends la vision d'ensemble, on a en fait trois étapes. Première étape, le projet. Dieu veut faire un homme et une femme. Puis quand il passe à l'acte, sauf, donc finalement, dans la concrétisation, dans ce récit, il ne fait qu'un seul être. Et puis, troisième étape, encore finalement, il coupe cet être en deux. Ce qui veut dire que la troisième étape est très exactement un rattrapage qui permet de revenir à l'idée première. Et donc, la question sur, mais pourquoi Dieu a corrigé en disant c'est pas bon que l'homme soit seul, ici elle se dédouble. Si tu fais deux, pourquoi tu fais un? Une fois que tu as fait un, pourquoi tu coupes en deux pour refaire deux finalement? C'est quand même assez curieux. Alors, moi, ce qui est plaisant, avant que je vous propose une résolution, mais ce qui est plaisant dans cette affaire, c'est que lorsqu'on lit un peu rapidement la Genèse, qu'on ne se préoccupe pas trop des conclusions que le Talmud tire après des analyses très méticuleuses, on se dit qu'effectivement, la femme arrive en seconde, qu'elle n'était pas au programme au départ, que c'est presque accidentel, que c'est un petit bout de l'homme, c'est une côte, c'est trois fois rien, etc. Et vous savez comment ce genre de stéréotype, comment ce donné biblique peut poser problème dans l'éducation qu'on donne aux enfants, bien sûr, aux plus jeunes ou même aux moins jeunes. Alors voici ce que je vous propose là-dessus, et on va pouvoir clore notre affaire. Cette histoire de béni soit-tu qui ne m'a pas fait femme. Revenons aux trois phases. Projet, réalisation, correctif, qui correspond au projet initial. Si on imagine un Dieu stratège, qui a un projet qui se traduit en finalité, il veut qu'on arrive à deux êtres qui existent bel et bien. Comment faire? Créer un homme et une femme qui serait, c'est la petite donnée que j'ajouterais ici, de contexte, qui serait moins dotée de la force physique, mais en revanche dotée de la capacité de gestation. Mais physiquement, l'homme lui serait plus fort, je ne dis pas supérieur, comme ça on sort de ce type de gradation, parce qu'il va falloir en sortir.
pour que cet être-là existe, pour que la femme soit respectée dans son autonomie, pour qu'il y ait effectivement deux êtres, alors, non pas que Dieu loupe, mais il conçoit et met en œuvre une sorte de passage initiatique pour que cela soit, pour qu'il y ait effectivement deux êtres. C'est quoi ce passage initiatique? C'est de faire un seul être qu'il va falloir couper en deux. Dès lors, cet être qui était l'humain en totalité, qui était l'homme et la femme, va, en étant coupé en deux, porter en lui la cicatrice que j'exprimais tout à l'heure, la chair qui se referme, la cicatrice de cette coupure. Il est important que nous soyons des balafrés, en réalité, quelque part, des mutilés de cette opération qui consiste à séparer les deux genres, les distinguer, c'est peut-être même là la naissance des genres, je dirais, à partir de la différenciation. Alors, on pourrait être un peu plus jargonneux, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Et dès lors, nous sommes là à porter la cicatrice. Qui dit quoi, cette cicatrice? Un, tu as besoin de l'autre pour surveiller autour de toi qu'il n'y ait pas un animal qui te dévore. Deux, qui que tu sois, homme ou femme, tu n'es pas l'humain en totalité. Tu n'es qu'une moitié. Et nous portons cette cicatrice-là. Qui que tu sois, tu n'es pas l'humain en totalité. Dès lors, donc, en coupant l'homme en deux, on garantit la bonne exécution du projet de deux êtres autonomes qui savent que ni l'un ni l'autre, ils sont l'humain en totalité. Alors, moi, c'est ce qui me paraît le plus intéressant derrière cette bénédiction qui ne m'a pas fait femme. Un homme va dire à Dieu, merci, Baruch Ata, et c'est ambigu ici, Baruch Ata, parce qu'on peut dire merci, Baruch Ata, béni sois-tu pour une bonne nouvelle ou pour une mauvaise nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle dont il faut se réjouir? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle par rapport à laquelle il faut assez de grandeur d'âme et une foi puissante pour dire « je l'accueille quand même, cette mauvaise nouvelle ». Bon, béni sois-tu qui ne m'a pas fait femme. Un homme ne va pas dire à Dieu « merci, tu m'as fait homme et je suis supérieur ». Non. Tu ne m'as pas fait femme et donc je ne suis pas l'humain en totalité. Un homme se regarde dans la glace le matin. Lui qui est détenteur de la force physique va dire à Dieu « ok, j'ai compris, je ne suis pas l'humain en totalité, je ne suis pas et l'homme et la femme ». C'est-à-dire qu'il y a la tentation chez celui qui a la force physique de s'imaginer être le tout. Si demain vous avez le pouvoir sur le plus grand nombre, sur les plus faibles que vous, qu'est-ce qui vous oblige à avoir l'élégance de donner de la place à celui qui n'a pas les moyens de la revendiquer? Au nom de quoi? Au nom de quoi celui qui est l'étranger, le marginal, l'handicapé, l'enfant, le faible, la femme ici symboliquement, non pas que j'aligne ici les défaillances, mais je pointe ceux qui sont les faibles dans le regard du fort. Si la règle n'est que celle-ci, comme disait La Fontaine, du plus fort est toujours la meilleure dans le loup et l'agneau. Si le monde n'est qu'une juxtaposition de loup et d'agneau, si c'est cela, qu'est-ce qui va obliger le fort à voir autre chose dans la personne du faible? Symboliquement, s'entend. Et ce que je dis là, en réalité, vaut aussi bien pour l'homme et pour la femme si le registre du pouvoir ou de l'abus de pouvoir se décline autrement que par le biais de la force physique. Mais ici, disons qu'on s'attache à la force physique, qui est la manière la plus immédiate, la plus évidente de se croire en possession de tout et de tous, et de se croire l'humain en totalité. Donc oui, il est bon que lorsque l'homme se rase le matin, s'il se rase, il dise à Dieu, voilà, je ne suis pas et l'homme et la femme. D'ailleurs, moi tout seul, je ne peux pas faire d'enfant, pour le moment. Disons, moi tout seul, je ne peux pas être l'humain en totalité, malgré l'illusion que me donnent mes muscles, ma force physique, même si je peux réduire au silence qui je veux quand je tape sur la table. En revanche, du côté féminin, là aussi, en termes symboliques, elle qui n'est relativement pas dotée de la même force physique, dit à Dieu, je n'ai pas cette problématique, d'ailleurs pendant longtemps elle ne disait rien, c'est une bracha, disais-je, composée sur le tard, à l'époque des Géonim, mais encore tardivement, dit à Dieu, voilà, tu m'as fait comme je suis. Je n'ai pas à me poser le problème d'être l'humain en totalité. Elle aurait symboliquement intégré ce besoin de l'autre. Ce que celui détenteur de la force physique aurait cette tendance
à oublier, aurait tendance à oublier. Donc vous comprenez ici la différence de régime, la différence de propos, et ce peut être encore une fois un enseignement très fort qui est je dirais, une exigence de civilisation. Qu'est-ce qui distinguerait dans une présentation linéaire de l'histoire? Et rien n'est moins sûr. On pourrait peut-être demain revenir à la barbarie. C'est un peu facile de dire qu'on va toujours vers du mieux et vers du raffinement. Mais tout de même, il y a des raisons de penser que nos sociétés contemporaines ne sont pas tout à fait dans un même degré de barbarie que des sociétés plus anciennes. Et donc, imaginez une société où la force physique, la force des armes, la force de l'argent, le seul pouvoir de celui qui le détient par rapport à celui qui ne le détient pas, imaginez qu'au fond, il y ait d'autres formes de partage que celui qui oppose celui qui détient le pouvoir par rapport à celui qui ne le détient pas. Imaginez cette société où, en droit, parce que c'est une grande conquête finalement que celle du droit, le faible, le marginal, quiconque au fond bénéficie des mêmes avantages, des mêmes opportunités que celui qui est doté du capital, pour la jouer à la Bourdieu, du capital social, culturel, financier, que celui qui est bien doté au départ. Imaginons qu'une société sache apporter les correctifs volontairement, et c'est en quoi je pouvais parler de progressisme tout à l'heure, comme d'un volontarisme. Imaginons que nous soyons là en mesure, conscients d'apporter les correctifs pour dire c'est pas parce qu'on a le pouvoir de l'argent, le pouvoir politique, le pouvoir physique, le pouvoir des armes, que l'autre n'est rien, qui n'a rien à dire. Il y a une valeur autre dans l'humain, y compris chez celui qui n'a pas le pouvoir, parce qu'il n'a pas cherché à l'avoir, ou parce qu'il n'a pas eu les moyens de se l'accaparer, ce pouvoir. Eh bien, effectivement, une société qui sait donner le droit à celui qui n'a officiellement ou immédiatement pas le pouvoir, sans doute vaut mieux comparativement qu'une société qui se courbe devant la logique du plus fort, du plus possédant, du plus autoritaire et ainsi de suite. Donc moi je pense, c'est très personnel, mais c'est la kavana, c'est-à-dire plus que la ferveur, littéralement kavana, c'est l'intention qu'on peut mettre derrière ces mots, quitte à donner à nos gamins le petit commentaire, la petite phrase qui va avec. Tu n'es pas en train de dire, mon gamin, mon garçon, que la femme c'est moins bien qu'un homme. Tu es en train de dire que tu n'es qu'un homme. Et que sans la femme, tu n'es rien. Et comme tu risques d'avoir tendance à l'oublier, c'est bon de se le rappeler tous les matins. Voilà ce que j'aurais à proposer. Tant il est vrai que cette petite passe d'armes avec les textes nous oblige aussi à nous questionner nous-mêmes. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, c'est comment vous sentez le judaïsme organisé de ce point de vue-là. Est-ce qu'on est encore très en retard? Est-ce qu'on a pris la conscience, la mesure de la place qui est faite aux femmes? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a une marge de progression selon vous? Je laisse ce débat parce que la question est un peu dans la réponse. Je pense pour ma part qu'on n'en fait effectivement pas assez, mais qu'en même temps nous vivons une époque formidable où il y a des marges de progression et des progressions effectives réelles qui sont extraordinaires, et je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails, mais qui reste encore beaucoup à faire. En tous les cas, voilà. Si derrière ces mots, on peut mettre l'intention, plus que la ferveur, l'intention qui nous fera nous approprier la question du progrès et de la progression, eh bien je pense que cette petite passe d'âme, encore une fois, n'aura pas été tout à fait inutile. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Point de questions? Eh bien, écoutez, c'est parfait, ma foi. On va pouvoir arrêter notre direct. Je vous donne rendez-vous alors très prochainement, probablement un autre jour de la semaine pour le dîner-débat, puisque nous avons des contraintes sur les jeudis qui suivent. Donc, vous serez tenus informés. D'ici là, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, à toutes et à tous. Alors, comme on écrit en inclusif, d'accord, TOUT.E.S, c'est ça? On va s'y mettre, on va apprendre, même si c'est désuet. On va essayer de faire un petit effort là-dessus. Allez, c'est pas mal. On est habitué, nous, à ce que les petits gestes, parfois, nous permettent de porter de grandes causes.
C'est pas tout à fait étranger la pratique religieuse en l'occurrence, non? Très pas. Bon, j'essaierai de vous convaincre d'une autre manière. Merci à tous.